On a déjà une première question sur la différence entre label et standard en termes de typologie de projet, qui sont les exigences, le processus, le MRV, et comme cas d'exemple, le cas de Gold Standard et VCS. Voilà, c'est la première question. Alors, la différence entre label et standard, il n'y en a pas en fait. C'est vraiment c'est la même chose. Enfin, nous, on a appelé ça label bas carbone. C'était le ministère qui a décidé de l'appeler label. On regrette un peu que ça se soit appelé comme ça parce qu'un label, ça donne un peu l'impression on pourrait se dire ce projet est bas carbone, alors qu'en fait, la certification permet juste de dire que ce projet a permis de réduire de temps les émissions par rapport à un certain de référence. Donc finalement, on se dit que standard a été peut-être prêté moins à confusion, mais en soi, c'est la même chose. Et en termes de critères, les critères d'exigence, les critères de qualité sont grosso modo les mêmes d'un label à l'autre. Après, les petites règles peuvent varier d'un standard à l'autre. Donc, par exemple, sur le label bas carbone, il y a vraiment une dimension empreinte carbone. Enfin, quand on évalue l'impact carbone d'un projet, on fait vraiment en mode empreinte carbone en regardant les réductions d'émissions induites en amont et à l'aval également. Et ce qui peut varier par rapport à d'autres labels qui vont plutôt se concentrer sur les réductions d'émissions sur le périmètre propre du projet sans forcément regarder les réductions d'émissions induites. Elles vont regarder les risques de fuite de carbone, donc s'il y a un risque d'augmentation des émissions liées au projet en dehors du périmètre du projet, et à l'inverse, pas forcément regarder les réductions d'émissions en dehors du périmètre du projet permises par le projet, alors que la label bas carbone va faire les deux. Puis après, par exemple, sur les risques de non-permanence, les rabais, le système de rabais n'est pas forcément celui qui est appliqué partout. Il y a des labels qui vont mettre en place des systèmes d'assurance où en fait, il y a une partie du... Donc, c'est un peu comme les rabais, sauf que dans le cadre du label bas carbone, quand il y a un rabais, par exemple, les 20% qui n'ont pas été délivrés, ils ne seront jamais délivrés, ils n'existent plus, alors que dans notre label, ils peuvent être mis dans un fonds d'assurance qui pourrait être utilisé pour remplacer des crédits qui auraient été vendus issus d'un projet issu par exemple d'un projet forestier où il y aurait eu un incendie ou un arrêt du projet pour quelques raisons, et donc avec des crédits derrière qui sont plus valides. Et donc, ce fonds d'assurance pourrait être utilisé pour remplacer ces crédits qui sont plus valides, quoi. Donc, c'est plus des... Voilà, il y a quelques différences comme ça, mais donc le fonctionnement, le principe de base et les grandes règles sont quand même globalement les mêmes d'un standard ou d'un label à l'autre. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la relation ou la différence entre les concepts de la compensation, la neutralité et la séquestration? Alors, si on revient sur l'idée de compensation versus contribution, par exemple, et donc neutralité carbone, en gros, la façon dont ça fonctionne à l'heure actuelle, c'était que les entreprises faisaient leur bilan carbone, étaient incitées à réduire au maximum leurs émissions, et puis il leur restait des émissions résiduelles. On ne sait pas exactement à partir de quand on considérait que c'était des émissions résiduelles sur lesquelles il était compliqué de mettre en place des choses pour les réduire. Mais bon, sur ces émissions résiduelles, en tout cas, elles peuvent acheter des crédits carbone à hauteur de ces émissions résiduelles. Donc, c'est ce qu'on appelle la compensation carbone, quand c'est vraiment à hauteur de ces réductions d'émissions résiduelles. Et du coup, derrière, afficher une neutralité carbone. Les entreprises qui compensent leurs émissions, c'est que derrière, elles ont un objectif d'affichage d'une neutralité carbone, et donc d'avoir quelque part annulé
leur réduction d'émissions en ayant acheté une quantité équivalente de crédits à leurs émissions résiduelles. Et ça, elles peuvent le faire que ce soit en achetant des crédits carbone certifiés. Et en fait, ces crédits carbone, ils peuvent être issus de projets de réduction d'émissions ou de séquestration carbone. Derrière, on a un crédit carbone qui peut servir à de la compensation carbone, que ce soit des réductions permis par des réductions d'émissions ou par de la séquestration carbone additionnelle. Donc ça, c'est dans le cadre du concept de compensation carbone des entreprises, après et de neutralité carbone comptable des entreprises, ce qui n'est pas la même chose que la neutralité carbone physique. Oui. Celle donc de l'accord de Paris, celle de la stratégie nationale bas carbone en France, etc. Où là, les puits de carbone doivent doivent être donc les puits de carbone additionnels doivent être du même montant que les émissions résiduelles pour un territoire donné. Et donc pour l'accord de Paris à l'échelle internationale. Donc on doit réduire au maximum les réductions d'émissions des différents secteurs d'activité, transport, bâtiment, énergie, etc. Et donc, à la fin, il restera quand même quelques émissions résiduelles. On ne pourra pas arriver à zéro, notamment sur le secteur agricole. On ne pourra jamais empêcher une vache d'émettre un peu de méthane ou des cultures d'émettre un peu de protoxyde d'azote. On sait qu'on ne pourra pas atteindre le zéro en termes d'émissions résiduelles. Et donc, on doit augmenter les puits de carbone, que ce soit technologique avec les technologies type CCS ou via la photosynthèse avec des projets forestiers ou séquestration carbone dans les sols agricoles. Donc ça, on doit augmenter ces puits-là pour que ça soit égal aux émissions résiduelles. Donc c'est vraiment très différent le concept de neutralité carbone de l'accord de Paris, qui est vraiment un concept de neutralité carbone physique, où les puits doivent être égales aux émissions résiduelles, de la neutralité carbone des entreprises, qui est une neutralité carbone comptable, et qui se fait via la compensation des émissions résiduelles, via l'achat de crédits carbone. Alors, merci beaucoup Claudine pour cette belle présentation. Moi, en fait, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est une question, c'est juste pour confirmer que j'ai bien saisi certaines notions à partir de votre présentation. Donc, par rapport au label bas carbone, donc, si j'ai bien compris, c'est une façon de certifier des réductions d'émissions, que ce soit pour le porteur de projet, pour ses propres besoins de réduction d'émissions, ou pour les vendre à quelqu'un qui voudrait compenser ses émissions. Après, vous me corrigez si je me trompe. Hein. Alors, à mon sens, s'il s'agit de crédits d'émission qui vont être vendus de façon volontaire et sur le plan national, c'est-à-dire que ça ne va pas être vendu à un acheteur sur le plan international, donc ça ne va pas permettre réellement d'atteindre. Je lis ça un peu aux objectifs de la NDC, hein. Dans le sens où ça ne va pas permettre d'appuyer un pays dans l'atteinte de ses objectifs en termes d'atténuation. Donc, c'est juste en ayant ces conditions-là, marché volontaire et marché local, qu'on peut dire qu'il y a réellement des réductions d'émissions. À mon sens, à partir du moment où c'est lié à un marché réglementé, ça ne permet pas réellement des réductions nettes des émissions. Parce que celui qui va acheter ces émissions est réellement obligé de réduire ses émissions. Donc, forcément, on va atteindre à la fin une réduction des émissions si jamais cet acheteur-là va vraiment se conformer à ses obligations. Donc, à mon sens, si c'est vraiment lié à un marché réglementé, ça ne va pas réellement permettre des réductions nettes des émissions. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, il faudrait que pour pouvoir avoir des réductions nettes et appuyer l'atteinte des objectifs de la NDC, il faudra que ce soit vraiment volontaire, un marché local, et ça doit être lié à un marché réglementé. Voilà, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que j'essaie un peu de résumer votre discours. En tout cas, ouais, le fait qu'il n'y a pas de problème de double compte, en tout cas, c'est parce que c'est volontaire et que ce n'est pas relié effectivement à un marché de conformité, quoi. Ça ne veut pas dire que dans le cas inverse, ça n'aide pas à atteindre les objectifs, mais en tout cas, ça permet à ce qu'il n'y ait pas de problème dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème de double compte.
Et donc, les réductions d'émissions, les crédits, c'est des crédits volontaires qui sont utilisés pour la communication des entreprises. Enfin, de toute façon, une entreprise, qu'elle compense ses émissions ou qu'elle contribue. Après, les parties prenantes en pensent qu'elles veulent, les ONG en pensent qu'elles veulent, mais si elles le font de manière volontaire, ça n'a pas de valeur plus que ça, quoi, plus qu'une valeur de communication. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun souci, à notre sens en tout cas, à ce que ces réductions d'émissions soient visibles dans les inventaires nationaux et soient vraiment, et du coup, contribuent à l'atteinte des objectifs que la France s'est fixés, quoi. Mais par contre, si ça devait être relié, par exemple, au marché européen d'échange de quotas à terme, là, la question du double compte devra se poser. Et ça se fera, si c'est relié au marché européen d'échange de quotas, ça ne se fera pas comme ça. Enfin, ça impliquera derrière une augmentation de la contrainte qui pèse sur les installations couvertes par le marché européen d'échange de quotas. Parce qu'à contrainte égale, si on autorise en plus que pour les installations qu'elles se mettent en conformité, qu'elles puissent acheter des crédits carbone, c'est-à-dire qu'on réduit finalement l'effort imposé aux installations couvertes par le marché européen d'échange de quotas. Et donc, ça n'aurait pas de sens en l'état, quoi. Donc, si ce pont se fait et si on a à l'avenir une demande réglementaire pour ce type de projet de réduction d'émissions, ça se fera à condition déjà qu'on renforce l'effort qui pèse sur les installations couvertes par le marché européen d'échange de quotas et qu'on gère les questions de double compte, quoi. Ça ne se fera pas en l'état. Donc, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais en tout cas, c'est parce que c'est volontaire et que les crédits carbone n'ont pas de valeur sur les marchés réglementés que, à notre sens, il n'y a pas de problème de double compte et que ça peut bel et bien contribuer à l'atteinte des objectifs de la France, quoi. Peut-être une dernière question. Dans votre présentation, vous avez évoqué un prix CO2, de la compensation qui pourrait atteindre 30 euros, même plus. Est-ce que vous confirmez qu'un prix de la compensation pourrait éventuellement dépasser le prix du marché carbone, par exemple le marché ETS? En tout cas, là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe en France, hein. Enfin, là, c'est vraiment les chiffres que j'ai évoqués, entre 30 et 50 euros la tonne. C'est les projets certifiés par le label bas carbone. Et donc ça, c'est vraiment les prix réels observés à l'heure actuelle, quoi. Donc oui, ça dépasse le prix du marché européen d'échange de quotas. Ouais.